Bonjour, dans cette capsule méthodologique, nous allons parler de la méthode de superposition, donc du chapitre 6, et nous allons voir comment résoudre une structure hyperstatique de degré 1 à l'aide de la méthode de superposition. Donc la structure hyperstatique que l'on cherche à résoudre, c'est cette poutre hyperstatique de degré 1 qui est soumise à deux charges ponctuelles de 10 kN chacune. Première chose que l'on va faire, on va décomposer la structure hyperstatique en une somme de deux structures isostatiques. Donc en fait, je vais dire que la poutre hyperstatique d'origine, c'est la somme de deux poutres isostatiques. Première poutre qui va avoir le chargement réel, donc les deux charges de 10 kN, et la deuxième poutre pour laquelle on va avoir une charge virtuelle unitaire qui est dans le même sens que la réaction surabondante qu'on a enlevée pour rendre la structure isostatique. Et pour que ma décomposition soit exacte, il faut que je multiplie la structure avec la charge virtuelle par RB, soit la valeur de la réaction surabondante que j'ai enlevée pour rendre la poutre isostatique. Sous l'effet des chargements, mes deux poutres isostatiques vont subir des déformations. Donc on va avoir des déformations pour la poutre isostatique avec charge réelle et aussi pour la poutre isostatique avec charge virtuelle. Et on va donc chercher à calculer les déplacements. Donc dBp qui est le déplacement au point B pour la poutre isostatique avec le chargement réel, et FBB, le coefficient de flexibilité qui est homogène au déplacement au point B pour une charge virtuelle unitaire appliquée au point B. Et ensuite, on va s'appuyer sur ce que l'on appelle l'équation de compatibilité des déplacements. Le déplacement au point B pour la structure hyperstatique de départ, ça va être en fait dBp, le déplacement pour la structure isostatique avec charge réelle, plus FBB, le coefficient de flexibilité au point B, multiplié par RB, la réaction surabondante. Et ce déplacement au point B pour la structure hyperstatique d'origine, ça va être égal à 0 ici, puisque au point B, nous avons un appui à rouleau. Attention toutefois, le déplacement ne sera pas nécessairement égal à 0 lorsqu'on a un appui. En effet, dans certains cas de figure, il peut être mentionné dans l'énoncé du problème que l'on a un soulèvement ou un tassement d'appui, auquel cas le déplacement ne sera pas nul, mais il sera égal à plus ou moins la valeur du déplacement imposé qui est indiqué dans l'énoncé du problème. Pour calculer ces deux déplacements dBp et FBB, on va s'appuyer sur la méthode du travail virtuel que l'on a vu ensemble au chapitre 4. dBp, ce sera donc l'intégrale de petit m fois grand M sur EI, et FBB, ce sera l'intégrale de petit m fois petit m sur EI. Donc je vous suggère toujours de commencer par ces étapes préliminaires avant de vous lancer dans les calculs. Pour calculer la valeur de la réaction surabondante RB, on va procéder en 4 étapes. Première étape, on va étudier la structure isostatique avec la charge réelle. Donc cette structure isostatique avec la charge réelle, c'est celle-ci. Et je passe sur les détails des calculs. On va chercher à obtenir le DMF. DMF qui va avoir une allure de ce type-là. Puis on va avoir quelque chose de nul à la fin. Et ça, ce sera notre DMF grand M. Deuxième étape, on va étudier la structure isostatique avec la charge virtuelle. Donc cette structure-ci, avec une charge virtuelle unitaire qui remplace la réaction d'appui RB qu'on a enlevée pour rendre la structure isostatique. Là encore, on va chercher à obtenir le DMF. DMF qui va avoir une allure comme ceci. Et ça, ce sera notre DMF petit m. Troisième étape, on va calculer les déplacements. Donc deux déplacements à calculer, le déplacement dBp
et le déplacement FBB. Donc DBP, on a déjà identifié comment le calculer, ce sera l'intégrale de petit m fois grand M sur EI. On va obtenir un résultat qui aura un signe qui va nous indiquer si ce déplacement se fait dans le même sens ou dans le sens opposé à la charge unité. FBB, ce sera l'intégrale de petit m fois petit m sur EI. Là encore, on va obtenir une valeur de déplacement. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un FII, on aura nécessairement un déplacement avec un signe positif, puisqu'on va avoir petit m par petit m, donc moins par moins ou plus par plus. Le résultat sera toujours dans le même sens que la charge virtuelle unitaire. Et enfin, quatrième étape, on va calculer la réaction surabondante RB. Et pour ceci, on va s'appuyer sur l'équation de compatibilité des déplacements qu'on a présentée au début. Et donc dans ce cas, on va avoir une réaction RB qui sera moins DBP sur FBB. Et donc là encore, on va avoir un résultat avec un signe. Et si cette réaction est de signe positif, cela signifie qu'elle s'effectue dans le même sens que la charge virtuelle unitaire. Si on obtient un signe négatif ici, ça veut dire que la réaction est dans le sens opposé à la charge unité. Finalement, une fois qu'on connaît la réaction RB, on peut revenir à la structure hyperstatique de départ et remplacer RB par sa valeur numérique que l'on vient de calculer et par la suite calculer avec nos équations d'équilibre habituelles les réactions à l'appui encastré A et ensuite tracer le DET et le DMF. Donc voici pour ce petit rappel sur la méthodologie de résolution avec la méthode de superposition. Comme il s'agit de la première vidéo, je vous demanderai de mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié ce type d'outil pédagogique ou vers le bas si vous n'avez pas apprécié. Et également, vous pouvez indiquer dans les commentaires s'il reste des questions en suspens, auquel cas je pourrai y répondre soit dans une vidéo subséquente ou alors on en parlera ensemble en classe.